Le roi vampire trouva une jeune fille sans abri recroquevillée sur la banquette arrière de sa Bentley à 3 heures du matin, la pluie martelant la vitre blindée. Elle ne tressaillit pas quand il ouvrit la portière. Au lieu de cela, elle murmura 7 mots dans une langue morte que seule sa lignée connaissait. Des mots qui le désignaient comme responsable d'une dette vieille de 4 siècles, et il tomba à genoux sur l'asphalte humide, car la loi ancienne ne lui laissait pas le choix. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Le roi vampire s'agenouilla sur l'asphalte luisant de pluie à 3 heures du matin, son corps obéissant à des lois plus anciennes que le béton sous ses genoux, et le choc lui transperça 4 siècles de contrôle, comme une lame dans la soie. La pluie s'abattait en trombe sur le parking vide, transformant la ville au-dessus en taches floues de néon et de verre, et quelque part 14 étages plus haut, son penthouse attendait avec ses fenêtres blindées et son silence à température contrôlée. Mais ici, dans les entrailles de la tour, il était à genoux devant une jeune fille sans abri qui sentait le carton mouillé et le désespoir. Elle était assise sur la banquette arrière de sa Bentley, les jambes repliées sous un manteau élimé, ses yeux caves l'observant avec quelque chose qui ressemblait à de la terreur portant le masque de l'épuisement. Et ses doigts serraient un médaillon en argent terni si fort que ses jointures étaient devenues blanches comme l'os. Le roi vampire avait ouvert la portière de la voiture en s'attendant à un vagabond, peut-être un toxicomane utilisant son véhicule comme abri, quelque chose qu'il pouvait gérer d'un regard noir et d'un appel à la sécurité. Mais au lieu de cela, elle avait levé la tête et murmuré 7 mots dans une langue morte avant même la chute de Rome, des mots qui changèrent son sang en glace et ses jambes en coton. Il tenta de résister, sentit ses muscles se bloquer dans un déni furieux, mais la magie ancienne se moquait de sa volonté, et son genou heurta l'asphalte humide assez fort pour fendre une peau mortelle. La jeune fille tressaillit quand il s'agenouilla, mais ne s'enfuit pas, ce qui lui indiqua qu'elle était soit trop épuisée pour bouger, soit trop ignorante pour comprendre ce que ces mots signifiaient, ce qu'il venait de faire au vampire le plus puissant de la ville. Il se releva lentement, la pluie imprégnant son manteau, la mâchoire si serrée que ses dents lui faisaient mal, et sa voix sortit, assez froide pour givrer le verre, quand il lui dit de sortir de la voiture. Elle secoua la tête, un mouvement minuscule, et le médaillon se balança à ses doigts tremblants comme un pendule comptant les secondes avant une catastrophe qu'il ne pouvait encore nommer. Vous devez protection à ma lignée jusqu'à ce que la dernière étoile s'éteigne, dit-elle, et sa voix se brisa sur le mot protection comme si elle ne l'avait jamais prononcé à voix haute auparavant, comme si elle ne croyait pas tout à fait qu'il s'appliquait à elle. Le roi vampire fixa le médaillon, la façon dont le ternissement avait rongé les volutes de l'argent, et la reconnaissance le frappa avec la force d'un train de marchandises, car il avait déjà vu ce motif dans le bureau privé de son grand-père, dans des dessins enfermés dans des coffres que personne n'avait ouverts depuis 200 ans. « Où avez-vous eu ce médaillon ?» demanda-t-il, et sa voix aurait pu tailler le diamant, aurait pu faire saigner la pierre. « Ma grand-mère, » dit la jeune fille, et ses doigts ne cessaient de trembler, ne relâchaient pas leur étreinte mortelle sur la seule chose qu'elle possédait qui comptait. Elle a dit que vous n'auriez pas le choix. Le roi vampire sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Un mur soigneusement entretenu entre le passé et le présent, car 4 siècles plus tôt, son grand-père avait sauvé une famille humaine d'une purge, avait signé un pacte de protection dans le sang et la lumière des étoiles avec des témoins qui étaient maintenant poussière, des témoins qui avaient juré d'honorer une dette qui aurait dû mourir avec eux. La famille avait disparu dans l'histoire, leur lignée perdue ou éteinte, et le pacte avait été enterré dans des archives que personne ne consultait, une note de bas de page dans une guerre que tout le monde voulait oublier. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que cette jeune fille aux yeux caves rampe dans sa voiture en quête de chaleur
et prononce des mots qui ne devraient pas exister en dehors de papier moisi et de ses propres souvenirs fragmentés. La dette, répéta-t-elle. Et le mot flotta entre eux comme un nœud coulant, comme une couronne, comme une clé pour une porte qu'il avait passé des vies à garder verrouillée. La pluie coulait de la portière ouverte de la Bentley, formant des flaques sur des sièges en cuir valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an, et la jeune fille était assise là, tremblante dans des vêtements qui n'avaient pas été lavés depuis des semaines, peut-être des mois, son visage émacié par la faim, les nuits blanches et une sorte de méfiance sauvage qui venait de la survie dans des rues qui dévoraient les gens vivants. Le roi vampire voulait lui dire qu'elle avait tort, que le médaillon était un faux ou une coïncidence, qu'aucune dette ne pouvait s'étendre sur 400 ans et avoir encore du poids. Mais la loi ancienne se moquait de ce qu'il voulait, et son corps avait déjà répondu pour lui en tombant à genoux sans sa permission. Les caméras de sécurité clignotaient en rouge dans les coins du parking, témoins silencieux enregistrant chaque image, et ils devraient effacer les enregistrements avant l'aube, devraient effacer la preuve que le roi vampire s'était agenouillé devant quiconque, et encore moins devant une jeune fille humaine sans nom, ne possédant rien d'autre qu'un héritage de femme morte. La lumière intérieure de la Bentley éclairait son visage d'un blanc froid, chaque creux trop vif, chaque ombre trop profonde, et sa propre ombre engloutissait l'espace entre eux jusqu'à ce qu'elle ressemble à quelque chose sculpté dans la glace et le désespoir. Elle croisa son regard et ne détourna pas les yeux. Et le roi vampire réalisa avec un sursaut qu'elle était terrifiée, absolument paralysée par la peur, mais qu'elle ne fuyait pas et ne suppliait pas, ce qui la rendait soit incroyablement courageuse, soit trop brisée pour se soucier de sa survie. Il soupçonnait la seconde option. Son manteau laissait couler l'eau de pluie sur sa sellerie, un tissu synthétique bon marché qui avait été trempé il y a des heures, et en dessous, il pouvait voir des couches de vêtements portés pour la chaleur plutôt que pour la mode, des chemises sur une silhouette si mince qu'il pourrait probablement compter ses côtes. Elle paraissait avoir 19 ans, peut-être 20, mais les rues vieillissaient les gens et il ne pouvait en être certain. Ne pouvait pas la lire comme il lisait les siens, avec leurs visages statiques et leurs indices immortels. Ce qu'il pouvait lire, c'était l'épuisement, celui qui pénétrait jusqu'à l'os, celui qui venait de mois ou d'années à dormir dans des ruelles, des entrées d'immeubles et sur les banquettes arrière de voitures qui ne lui appartenaient pas. 3 jours, pensa-t-il, c'est ce qu'elle avait dit. 3 jours depuis que sa grand-mère était morte et avait pressé ce médaillon dans sa paume avec des instructions qui sonnaient comme du désespoir ou de la folie. Dis-les au roi de la nuit quand il ne te restera plus rien. La vieille femme devait savoir, devait avoir porté la connaissance du pacte à travers les générations, attendant le moment où sa lignée en aurait besoin. Et ce moment était arrivé sous la forme d'une femme mourante et d'une jeune fille sans abri, sans autre endroit où aller. Le roi vampire sentit la fureur monter dans sa gorge, froide et pure, fureur contre son grand-père, pour avoir fait des promesses qui survivaient au bon sens, fureur contre cette fille pour les avoir invoquées, fureur contre lui-même, pour l'éclair de honte qui avait traversé son visage quand elle avait parlé, car une partie de lui, une partie qu'il avait enterrée sous des siècles de pragmatisme et de contrôle impitoyable, se souvenait de ce que signifiait l'honneur. Le médaillon se balançait entre eux, l'argent terni captant la lumière intérieure de la Bentley, et il pouvait voir maintenant qu'il était ancien, véritablement ancien, le genre de travail d'artisanat qui était mort avec la révolution industrielle. Il avait été transmis, de main en main, de grand-mère en petite-fille, une relique portée à travers la pauvreté, l'obscurité et le genre d'oubli qui efface les familles de l'histoire. Sauf que cette famille n'avait pas été oubliée, pas entièrement, car quelqu'un avait gravé ces 7 mots à l'intérieur du boîtier du médaillon. Quelqu'un leur avait enseigné la prononciation. Quelqu'un avait maintenu le pacte en vie même quand le monde avait avancé. Le roi vampire sentit le poids de cela s'installer sur ses épaules comme des chaînes, comme une couronne qu'il n'avait pas demandée, car la loi ancienne était absolue.
et il s'était agenouillé, ce qui signifiait que la dette était réelle, était exécutoire, était à lui de la porter, qu'il le veuille ou non. Il regarda la jeune fille et ne vit pas une menace mais un problème, une complication qui déferait un équilibre politique soigneusement maintenu, car si le Conseil apprenait qu'il avait invoqué un pacte du registre oublié, ils exigeraient des explications qu'ils ne pourraient pas donner, les traîneraient tous les deux devant des anciens qui se souvenaient des purges, du sang et des raisons pour lesquelles ces pactes avaient été enterrés en premier lieu. La pluie martelait le béton au-dessus d'eux, un rythme comme une fusillade, comme un battement de cœur, comme un compte à rebours vers quelque chose d'inévitable. Et le roi vampire prit une décision qui allait fracturer sa vie en un avant et un après. Montez à l'avant, dit-il, et sa voix était plate, vide d'inflexion, un ton qu'il utilisait quand l'émotion était un handicap. Nous devons parler quelque part sans caméra. La jeune fille hésita, les doigts toujours crispés sur le médaillon, et il pouvait la voir peser les risques, essayer de calculer si lui obéir était plus dangereux que de refuser. Mais l'épuisement l'emporta sur la prudence, et elle sortit de la banquette arrière pour monter à l'avant, se déplaçant comme si ses articulations lui faisaient mal, comme si la gravité était trop lourde. Le roi vampire se glissa derrière le volant, ferma la portière, et le silence à l'intérieur de la Bentley fut soudain et absolu, la pluie réduite à un bruit de fond contre le verre blindé. Il démarra le moteur, quitta la place de parking et se dirigea vers la rampe de sortie, son esprit déjà 3 coups en avance, calculant déjà comment contenir cela. Comment les protéger tous les deux des conséquences d'une dette vieille de 4 siècles arrivant à échéance au milieu d'une ville qui n'avait aucune tolérance pour le passé, s'immisçant dans son présent froid et néon. Le roi vampire emmena Mara dans son penthouse, non par gentillesse, mais parce que la dette exigeait qu'elle soit abritée sous son toit et son ombre, et ces mots avaient une signification juridique spécifique dans la loi vampire, signifiant qu'elle ne pouvait être logée ailleurs, ne pouvait être envoyée dans un hôtel ou une planque, et devait occuper un espace qu'il contrôlait directement. L'ascenseur monta si vite que ses oreilles se bouchèrent, et quand les portes s'ouvrirent sur son étage privé, elle entra dans un espace qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison, tout de verre et d'acier et d'élégance moderniste froide, des baies vitrées offrant une vue sur la ville qui lui donnait l'impression de flotter au-dessus du monde plutôt que d'y vivre. Le plancher chauffant irradiait de la chaleur à travers ses chaussures mouillées, la première vraie chaleur qu'elle avait sentie depuis des semaines, et le choc faillit lui monter les larmes aux yeux, mais elle les ravala car pleurer semblait dangereux ici, semblait être une démonstration de faiblesse à un prédateur qui n'avait pas encore décidé s'il honorerait la dette ou trouverait une faille. Le roi vampire traversa l'espace sans le regarder, de la manière dont les gens se déplacent dans des lieux qu'ils ont cessé de voir il y a des années, et il désigna un couloir sur la gauche et lui dit que la deuxième porte était la sienne, qu'elle ne devait pas quitter l'appartement, qu'il avait du travail à faire. Puis il disparut dans ce qu'elle supposa être son bureau et ferma la porte avec une finalité qui signifiait qu'elle était congédiée, oubliée, un problème mis de côté pour une considération ultérieure. Mara se tenait au centre du salon et essayait d'assimiler sa taille immense, la façon dont les meubles semblaient chers mais inutilisés, la façon dont tout brillait d'une propreté qui nécessitait un personnel qu'elle n'avait pas vu et ne verrait probablement jamais. Elle se dirigea vers sa chambre assignée et la trouva plus grande que n'importe quel endroit où elle avait jamais dormi, avec un lit pouvant accueillir 4 personnes et des fenêtres donnant sur l'étalement scintillant de la ville, et sur le lit quelqu'un avait disposé des vêtements, taillés et chers et de taille complètement fausse, comme s'ils avaient été devinés par quelqu'un qui ne l'avait jamais regardé de près. Elle toucha le tissu et il sentit la soie, l'argent, une vie qu'elle n'avait vue qu'à travers les vitrines des magasins et les écrans de télévision. La salle de bain attenante à la chambre avait des comptoirs en marbre et une douche avec 6 pommeaux différents,
Et Mara se tint sous une eau si chaude qu'elle lui rosit la peau et frotta 2 semaines de crasse de la rue de son corps jusqu'à ce que l'eau qui s'écoulait soit grise. Elle se lava les cheveux 3 fois, utilisa un savon qui sentait la lavande au lieu de la lessive industrielle des refuges, et quand elle sortit enfin et s'enveloppa dans une serviette qui était curieusement chauffée, elle se sentit comme une personne différente, comme quelqu'un qui pourrait mériter d'être dans un endroit comme celui-ci. Les vêtements ne lui allaient pas bien, le pantalon était trop long et la chemise trop ample, mais ils étaient propres et doux, et elle les enfila quand même, roula les poignets, essaya de ne pas penser à combien ils coûtaient, probablement. Elle erra dans l'appartement parce que le roi vampire lui avait dit de ne pas partir, mais ne lui avait pas dit de rester dans sa chambre. Et la curiosité était plus forte que la prudence, plus forte que la voix dans sa tête qui lui disait de se faire petite et invisible comme elle le faisait toujours quand elle occupait un espace qui ne lui appartenait pas. Elle trouva une cuisine qui semblait n'avoir jamais été utilisée, tout en acier inoxydable et en granit, et quand elle ouvrit le réfrigérateur, elle trouva des poches médicales remplies de sang, étiquetées et datées comme la préparation de repas de quelqu'un. Et cela aurait dû l'horrifier, aurait dû la faire fuir, mais au lieu de cela, elle ressentit une étrange parenté, car ils survivaient tous les deux de ce que le monde laissait derrière lui, prenaient tous les deux ce que les autres jetaient ou donnaient, vivaient tous les deux en marge de différentes manières. Elle ferma le réfrigérateur et continua d'explorer, trouva un salon avec des meubles disposés pour une conversation qui n'avait jamais eu lieu, une table à manger dressée pour 12 qui n'avaient probablement jamais vu un repas, puis elle trouva les photographies. Elles couvraient un mur entier, en noir et blanc, en sépia et en première couleur, s'étendant sur ce qui semblait être des siècles. Et dans chacune d'elles, le roi vampire se tenait seul, toujours sévère, toujours posé, son visage immuable tandis que le monde se transformait autour de lui. Elle le vit en tenue de cérémonie victorienne, en costume des années 20, en uniforme de guerre, dans le minimalisme froid de l'ère moderne, et dans aucune d'elles il ne souriait. Dans aucune d'elles personne ne se tenait à ses côtés. Et Mara réalisa avec un sursaut qu'il avait été seul pendant très longtemps, que cet appartement construit pour des dizaines de personnes n'abritait que lui, et maintenant elle, que quelle que soit la famille, les amis ou les compagnons qu'il aurait pu avoir autrefois, ils étaient partis, effacés par le temps, le choix ou quelque chose de pire. Elle regardait encore les photographies quand elle entendit la porte du bureau s'ouvrir et le roi vampire en sortir, portant un grand livre relié en cuir qui semblait plus vieux que la plupart des pays, son visage crispé par une fureur à peine contenue, et quand il parla, sa voix aurait pu couper le verre. « Votre ancêtre, dit-il, Helena Maranov, elle était la fille d'un forgeron que mon grand-père a libéré d'une secte de chasseurs de vampires en 1624. Le pacte promettait protection à sa lignée en échange de son silence. Elle a gardé le secret. Vous venez de l'utiliser comme une arme. » Mara se tourna pour lui faire face et croisa son regard sans ciller, sans s'excuser, car elle avait passé toute sa vie à s'excuser d'exister, et elle en avait fini. « Je suis sans abri, dit-elle, et sa voix était stable même si ses mains voulaient trembler. Je n'ai rien, si ceci est une arme, c'est la seule que j'ai jamais eue. » Le roi vampire la dévisagea comme s'il essayait de décider si elle était courageuse ou suicidaire, et avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna, une sonnerie aiguë qui déchira le silence, et il y répondit par une salutation sèche qui se transforma en une conversation dont Mara ne pouvait entendre qu'un côté. Quelqu'un avait accédé à des archives restreintes, déclenché des alarmes, enfreint un protocole qui nécessitait l'approbation du conseil, et Mara vit la mâchoire du roi vampire se contracter alors qu'il réalisait que sa recherche d'informations sur le pacte venait de peindre une cible sur eux deux. Il mit fin à l'appel sans dire au revoir, regarda Mara avec quelque chose qui aurait pu être du regret ou du calcul, et lui dit de dormir un peu car demain serait pire.
Elle voulait demander ce que pire signifiait, mais l'épuisement la rattrapait, un véritable épuisement maintenant qu'elle était propre, au chaud et nourrie, et elle alla dans sa chambre, grimpa dans le lit trop grand et trop mou et s'endormit avant de pouvoir penser à la suite. Le matin arriva trop tôt, annoncé par le roi vampire frappant à sa porte et lui disant de s'habiller, qu'un coursier était arrivé. Mara enfila les vêtements trop grands et le trouva dans le salon, tenant une enveloppe de couleur crème scellée à la cire noire, et son visage, en lisant le contenu, semblait regarder quelque chose mourir. Le conseil exigeait une explication pour avoir invoqué un pacte enterré dans le registre oublié, exigeait la preuve que la dette était valide, et si le roi vampire ne pouvait pas la fournir, il serait accusé de fraude, et Mara serait accusée de coercition d'un souverain. Et la peine pour les deux était l'exécution. Il lui dit qu'elle avait deux choix: renoncer à sa réclamation et disparaître, s'évanouir dans la vie qu'elle avait eue auparavant avec assez d'argent pour survivre, ou se présenter devant le conseil dans 3 jours et prouver sa lignée, prouver qu'Elena Maranov existait et que le pacte était réel. Mara n'hésita pas, ne pesa pas les options, ni ne calcula les chances. Elle regarda simplement le roi vampire et dit qu'elle choisissait le conseil. « J'ai été invisible toute ma vie, lui dit-elle, et sa voix ne fléchit pas. Au moins de cette façon, quelqu'un devra me voir. » La bouche du roi vampire tressaillit comme s'il voulait sourire, mais avait oublié comment faire, comme si les muscles s'étaient atrophiés par manque d'usage. Et il hocha la tête une fois et lui dit qu'ils avaient du travail à faire. Ils rendirent visite à la généalogiste vampire de la ville cet après-midi-là, une femme nommée Constance, qui était si vieille qu'elle était devenue aveugle des siècles auparavant, mais se déplaçait dans ses archives comme si elle pouvait voir chaque page, chaque reliure, chaque mot inscrit à l'encre ferro-gallique sur du vélin datant d'avant l'imprimerie. Sa chambre forte se trouvait sous une cathédrale, accessible par une crypte que les touristes ne voyaient jamais, et l'espace n'était que chandelle et ombre, et l'odeur de vieux papier se transformant lentement en poussière. Constance écouta l'explication du roi vampire, la tête penchée comme un oiseau, ses doigts effleurant des registres qui contenaient des lignées remontant à Rome et au-delà. Et quand elle parla enfin, sa voix était douce comme des ailes de papillon de nuit. « Elena Maranov, dit-elle, oui, je l'ai, fille d'un forgeron, mariée au fils d'un marchand en 1647, a eu 3 enfants, la lignée continue par la plus jeune fille. » Elle sortit des dossiers qui le confirmaient, des actes de naissance, des certificats de mariage et des actes de décès qui traçaient la famille à travers l'histoire. Et Mara sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine car c'était réel, elle était réelle. Sa famille avait existé et comptait assez pour être consignée par écrit. Mais alors les doigts de Constance s'arrêtèrent à 1887 et elle fronça les sourcils, le genre de froncement de sourcils qui signifiait qu'elle avait trouvé quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui manquait. « Les registres s'arrêtent ici, » murmura Constance. « Un incendie ou une purge, quelque chose a effacé 3 générations. J'ai des naissances, mais pas de décès, des mariages, mais pas d'enfants. C'est comme s'ils avaient simplement été retirés de l'histoire. » Sans preuve complète, le Conseil rejetterait la réclamation, dirait que la lignée s'était éteinte et que Mara était une fraudeuse ou la descendante d'une autre famille, et le visage du roi vampire devint très immobile, de la manière qui signifiait qu'il pensait 3 coups en avance, calculant des angles que Mara ne pouvait pas voir. Ils quittèrent la chambre forte et débouchèrent sur une rue trop calme pour le milieu de la journée, trop vide, et Mara le remarqua en premier, l'homme au manteau gris debout de l'autre côté de la rue, près d'une librairie fermée, ne bougeant pas, ne détournant pas le regard, les observant simplement avec une concentration qui lui donna la chair de poule. Le roi vampire le remarqua aussi, et sa main se posa dans le creux de son dos sans demander la permission, la guidant plus rapidement vers l'endroit où sa voiture était garée, et il se pencha assez près pour qu'elle puisse sentir le froid qui émanait de sa peau quand il parla. « On nous suit, dit-il doucement.
Le conseil n'attend pas les procès quand il veut que quelqu'un disparaisse. Le cœur de Mara martelait contre ses côtes, mais elle continua de marcher, gardant un rythme régulier, essayant de ne pas regarder en arrière l'homme au manteau gris qui ne clignait pas des yeux, qui ne respirait pas, qui n'était certainement pas humain. Ils atteignirent la Bentley et le roi vampire lui ouvrit la portière. Elle se glissa à l'intérieur. Il était derrière le volant et s'insérait dans la circulation avant qu'elle ne puisse demander ce qui se passerait ensuite, ce qui viendrait après avoir été suivi, ce que le conseil ferait s'il décidait qu'un procès était trop risqué. Il conduisit en silence, vérifiant les rétroviseurs, prenant des virages qui n'avaient aucun sens jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il s'assurait qu'ils n'étaient pas suivis, et ce n'est que lorsqu'il parut satisfait qu'il retourna vers la tour, vers le penthouse qui était à la fois un abri et une prison. Cette nuit-là, Mara ne put dormir, pensant sans cesse à l'homme au manteau gris, au registre manquant et au fait que quelqu'un avait effacé 3 générations de sa famille comme si elle n'avait jamais existé. Et elle se leva et trouva le roi vampire dans son bureau, entouré de papiers, de textes anciens écrits dans des langues qu'elle ne reconnaissait pas, et il leva les yeux quand elle entra comme s'il l'attendait. Elle lui demanda pourquoi il vivait seul dans une tour construite pour des dizaines de personnes, l'interrogea sur son grand-père et les anciennes lois et s'il croyait que le pacte était réel ou juste une formalité juridique qu'il était tenu d'honorer. Le roi vampire resta silencieux pendant un long moment, assez longtemps pour qu'elle pense qu'il ne répondrait pas, puis il lui dit que son grand-père avait cru en un monde où vampires et humains pourraient coexister, où les anciennes lois protégeaient plutôt qu'elles ne divisaient, et que le pacte avec Elena Maranov faisait partie de cette vision. « Mais la vision est morte, » dit le roi vampire, sa voix plate et vide. Les lois sont restées, mais leur but a été oublié, enterré dans des archives que personne ne consultait, et ce qui était destiné à protéger est devenu une arme, un levier, est devenu exactement ce pourquoi vous l'avez utilisé. Mara a tressailli à cela, mais ne détourna pas le regard, et elle lui dit qu'elle était désolée. Désolée d'avoir invoqué quelque chose qu'il voulait laisser enterrer, désolée de l'avoir entraîné dans un combat qui pourrait les faire tuer tous les deux. Le roi vampire secoua la tête une fois, sèchement, et lui dit de ne pas s'excuser, lui dit qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire pour survivre et qu'il honorerait la dette parce que l'honneur était la seule chose qui le séparait des membres du conseil qui effaçaient des familles et réécrivaient l'histoire. Puis il retourna à ses papiers et Mara retourna dans sa chambre, et elle resta éveillée, écoutant la pluie recommencer à tomber contre les fenêtres, pensant aux lignées, aux dettes et à la façon dont certaines promesses survivaient aux personnes qui les avaient faites, liant les vivants à répondre pour les morts. Ils retournèrent au penthouse pour trouver la porte entr'ouverte, et l'estomac de Mara se noua avant même qu'il n'ait franchi le seuil, car des portes comme celle-là, des portes d'endroits comme celui-ci, ne restaient pas déverrouillées par accident. Le roi vampire tendit le bras pour l'arrêter, entra le premier avec des mouvements si contrôlés qu'ils semblaient chorégraphiés, et quand il hocha la tête pour indiquer que la voie était libre, elle le suivit dans un champ de ruines. Des papiers partout, éparpillés sur le plancher chauffant comme de la neige, des classeurs renversés, des tiroirs arrachés et leur contenu vidé avec la minutie d'une perquisition professionnelle plutôt que d'un vandalisme aléatoire. Du verre brisé près des fenêtres, non pas l'extérieur blindé, mais des panneaux intérieurs, des pièces décoratives fracassées avec précision, et Mara vit des livres arrachés des étagères et laissés sur le sol, le dos brisé, des photographies arrachées du mur, examinées et jetées. Le roi vampire se déplaçait à travers la destruction avec un calme étrange, le visage aussi impassible que la pierre, vérifiant les pièces avec l'efficacité systématique de quelqu'un qui cataloguait les dommages plutôt que de réagir à une violation, et Mara le suivait. Sentant sa poitrine se serrer car elle savait ce qui manquait avant même qu'il ne le dise. Le médaillon avait disparu.
Elle l'avait laissé dans sa chambre sur la table de chevet, la seule chose qu'elle possédait qui comptait, et maintenant la table de chevet était renversée et le médaillon était introuvable, disparu avec celui qui avait saccagé cet endroit comme s'il lui appartenait. Sans le médaillon, elle n'avait aucune preuve physique du pacte, juste sa parole et un nom de famille qui apparaissait dans des registres qui s'arrêtaient mystérieusement en 1887, et sa parole ne valait rien face au pouvoir du Conseil de réécrire l'histoire. Le roi vampire retourna dans la pièce principale et s'arrêta à son bureau, et Mara le vit devenir très immobile d'une manière qui signifiait qu'il avait trouvé quelque chose d'important. Une enveloppe reposait au centre de la surface en acajou du bureau, de couleur crème, scellée à la cire noire, placée avec un soin délibéré au sommet du chaos comme une carte de visite. Il la ramassa, la retourna, et Mara vit sa mâchoire se contracter avant qu'il ne brise le seau. Et quand il en sortit le contenu, ses mains tremblèrent si faiblement qu'elle faillit le manquer, faillit penser qu'elle l'avait imaginé, car les vampires ne tremblent pas, ne montrent pas de faiblesse, ne laissent pas leur contrôle leur échapper. Une photographie, assez vieille pour être un daguerréotype, du genre fait avec de l'argent, du mercure et du temps, et le roi vampire la fixa comme s'il voyait un fantôme. Il l'attendit pour que Mara puisse la voir, et son souffle se coupa, car la femme sur la photographie lui ressemblait exactement, même joue creuse, même menton pointu, et mêmes yeux qui contenaient trop de savoir, debout à côté d'un vampire que Mara reconnut du mur du penthouse, des photographies s'étendant sur des siècles. Le vampire sur le daguerréotype était plus jeune que celui qu'elle connaissait, plus doux d'une certaine manière, avec quelque chose dans son expression qui ressemblait presque à de la joie, et son bras était autour des épaules de la femme d'une manière qui parlait d'intimité, d'appartenance, d'une connexion qui transcendait la distance prudente de toutes les autres photographies qu'elle avait vues. Le roi vampire retourna le daguerréotype et Mara lut les mots écrits à l'encre passée au dos. Une écriture si ancienne qu'elle était à peine lisible. La petite fille d'Helena, Marie. Elle connaissait le prix. Nous l'avons payé pour que tu n'aies pas à le faire. La voix du roi vampire, quand il parla, était si basse que Mara dut se pencher pour l'entendre, et les mots sortirent lentement, comme s'il les tirait d'un endroit qu'il avait enfermé il y a très longtemps. Marie Maranov, dit-il, elle était la femme de mon frère, une humaine. Le Conseil les a exécutés tous les deux en 1887 pour avoir enfreint la loi de séparation. Aucun vampire ne peut épouser une lignée humaine liée à d'anciens pactes. Ils ont appelé cela une corruption de la souveraineté. Il regarda Mara et pour la première fois, elle vit son contrôle se fissurer complètement. Vit le chagrin s'engouffrer dans les fractures comme l'eau à travers un barrage qui ne pouvait plus tenir. Et ses yeux étaient vieux, si vieux, remplis d'un siècle et quelques de pertes qu'il n'avait jamais traitées, car traiter signifiait ressentir, et ressentir signifiait se briser. Votre famille n'a pas disparu, dit-il, et sa voix était maintenant rauque, dépouillée de l'autorité froide à laquelle elle s'était habituée. Ils ont été effacés par le Conseil pour enterrer la preuve que ma famille avait honoré le pacte pendant 200 ans. Mara eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds, que la gravité s'était inversée et qu'elle tombait vers le ciel, car cela changeait tout, recadrait toutes les suppositions qu'elle avait faites sur ce que le médaillon signifiait et ce que la dette représentait. Elle n'invoquait pas seulement un accord oublié, elle ressuscitait un scandale qui avait coûté son frère au roi vampire. Elle mettait en lumière un meurtre que le Conseil avait passé plus d'un siècle à dissimuler. Ils ont tué votre frère parce qu'il aimait mon arrière-arrière-grand-mère, demanda-t-elle, et la question sortit plus petite qu'elle ne l'avait prévue, fragile comme du papier. Le roi vampire posa la photographie avec précaution, comme si elle pouvait se briser, et quand il répondit, sa voix était basse et rauque, et plus honnête que tout ce qu'elle avait entendu de lui. Ils l'ont tué
Parce qu'il a prouvé que les anciennes lois comptaient encore, dit-il, et j'ai passé un siècle à prétendre qu'elles ne comptaient pas. Mara comprit alors, comprit pourquoi il vivait seul dans une tour construite pour des dizaines de personnes, pourquoi chaque photographie le montrait solitaire et sévère, pourquoi il avait construit sa vie autour d'un contrôle impitoyable et d'une obéissance parfaite à des lois qu'il méprisait. Il avait survécu en devenant exactement ce que le Conseil voulait, en effaçant toute trace de l'idéalisme qui avait fait tuer son frère, en se rendant si précieux et si docile qu'il ne pouvait se permettre de le détruire. Et maintenant, elle était entrée dans sa vie avec un médaillon et 7 mots et l'avait forcé à choisir entre la survie continue et la vérité qu'il avait passé 138 ans à enterrer. Le pouvoir bascula à ce moment-là, changea complètement, car Mara avait pensé qu'elle demandait de l'aide, qu'elle était une mendiante invoquant une dette par désespoir, mais elle tenait en fait une épée sous la gorge du Conseil. Elle était la preuve qu'ils avaient commis un meurtre pour cacher la corruption, la preuve que la loi de séparation ne visait pas à préserver la souveraineté des vampires, mais à effacer les preuves de leurs crimes, la preuve que le Conseil réécrivait l'histoire pour l'adapter à leur récit. Et le roi vampire ne la protégeait pas par devoir ou par honneur ou par ancienne obligation, il la protégeait parce qu'elle était le dernier témoin vivant de l'exécution de son frère, le dernier fil reliant le présent à un passé que le Conseil voulait mort et enterré. La pluie tombait contre les fenêtres, transformant la ville extérieure en taches de néon et d'ombre, et Mara se tenait dans le penthouse saccagé, ayant l'impression de venir d'entrer dans une histoire beaucoup plus grande et plus dangereuse qu'elle ne l'avait imaginée. Le vol du médaillon n'était pas un vandalisme aléatoire, c'était une stratégie, calculée pour la laisser arriver au procès les mains vides et discréditée. Ces affirmations non étayées par des preuves physiques, faciles à rejeter, comme les délires d'une jeune fille sans abri essayant d'escroquer sa protection à un vampire. Mais celui qui avait pris le médaillon avait laissé la photographie, l'avait placée délibérément là où le roi vampire la trouverait, ce qui signifiait que quelqu'un voulait qu'il sache, voulait qu'il se souvienne, voulait lui rappeler exactement ce qu'il avait perdu et pourquoi. Mara regarda le roi vampire ramasser à nouveau le daguerréotype, regarda ses doigts tracer le bord comme s'il touchait quelque chose de sacré, et elle vit le chagrin inscrit sur chaque ligne de son visage. Le chagrin et la rage et un siècle de sentiments refoulés remontant à la surface. Elle tendit la main vers la sienne sans réfléchir, sans demander la permission, la prit simplement parce qu'il avait l'air de se noyer et qu'elle savait ce que c'était que de se noyer, savait ce que cela signifiait de couler sans que personne ne remarque votre disparition. Il la laissa faire, ne se retira pas, ne se cacha pas derrière une autorité froide ou une distance calculée, il lui tint simplement la main comme si c'était une encre l'empêchant de dériver dans ses souvenirs. Parlez-moi de lui, dit Mara, car elle avait besoin de savoir, besoin de comprendre qui avait été Marie et qui avait été le frère du roi vampire et quel genre d'amour valait la peine de mourir. Le roi vampire resta silencieux un long moment, fixant la photographie, et quand il parla, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue, presque tendre. Il s'appelait Adrian, dit le roi vampire. Il était plus jeune de 3 décennies, croyait que les vampires et les humains pouvaient coexister, croyait que les anciennes lois existaient pour protéger plutôt que pour diviser, croyait que l'amour importait plus que la souveraineté ou la pureté du sang. Il a rencontré Marie dans un théâtre en 1879. Elle vendait des programmes et il était censé rencontrer des membres du conseil, mais il l'a vue et tout le reste a cessé d'importer. Le pouce du roi vampire caressa le visage de Marie sur la photographie, un geste si tendre qu'il fit mal à la poitrine de Mara. Ils se sont mariés en secret, continua-t-il. Ont invoqué le pacte de protection pour que l'union soit légale selon l'ancienne loi, même si le Conseil l'interdisait selon la nouvelle loi, pensaient que s'ils pouvaient prouver que le mariage fonctionnait, prouver qu'ils pouvaient construire une vie ensemble,
Le Conseil devrait reconnaître que la loi de séparation était basée sur la peur plutôt que sur la nécessité. Mais le Conseil ne voulait pas de preuves, dit le roi vampire, et sa voix redevint froide, dure comme le fer. Ils voulaient le contrôle, voulaient maintenir la fiction que les vampires et les humains étaient fondamentalement incompatibles, que les anciennes lois étaient des reliques dangereuses qui menaient à la corruption, et Adrian et Marie étaient des preuves contre ce récit, alors le Conseil les a effacés, les a exécutés tous les deux pour corruption de la souveraineté, a brûlé leurs actes de mariage, a détruit tous les documents prouvant l'existence de l'union, et a purgé 3 générations de registres de la famille Maranov pour éliminer les témoins. Mara se sentit mal, sentit la rage monter dans son estomac comme un feu, car sa famille avait été un dommage collatéral dans une dissimulation politique, effacée non pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils savaient quelque chose de gênant. Et le roi vampire avait survécu en n'en parlant jamais, en laissant la mort de son frère devenir une note de bas de page que personne n'examinait, en construisant une vie si contrôlée et isolée qu'il ne risquait jamais d'aimer quelqu'un assez pour le perdre de la même manière. « Vous êtes seul depuis 138 ans, dit Mara, et ce n'était pas une question. » Le roi vampire hocha la tête une fois, lui tenant toujours la main, fixant toujours la photographie comme si c'était la seule chose qui le rattachait au présent. « J'ai appris, dit-il doucement, que se soucier de quoi que ce soit donne un levier au conseil, que la seule façon de survivre est de devenir intouchable, de suivre parfaitement chaque loi pour qu'il ne puisse justifier de me retirer, de ne jamais laisser personne s'approcher assez pour être utilisé contre moi. » Jusqu'à toi, pensa Mara, mais ne le dis pas, car elle comprenait maintenant que son arrivée avait brisé son isolement soigneusement construit, l'avait forcé à choisir entre la sécurité et la vérité, entre la survie et le frère qu'il avait passé plus d'un siècle à prétendre oublier. Le penthouse saccagé ressemblait à une violation non seulement de l'espace, mais de la fragile détente que le roi vampire avait maintenue avec le Conseil, et la photographie ressemblait à une menace, un rappel qu'il savait pour Adrien, savait pour Marie, savait exactement sur quelle blessure appuyer pour le faire saigner. « Nous avons 2 jours avant le procès, dit le roi vampire, et sa voix se stabilisait maintenant, le contrôle se réaffirmant même si sa main tenait toujours la sienne. Sans le médaillon, nous avons besoin d'autres preuves, besoin de prouver votre lignée et la validité du pacte d'une manière qu'ils ne peuvent ni rejeter ni détruire. Constance a des fragments, mais nous avons besoin de plus, de quelque chose de suffisamment concret pour que même le Conseil ne puisse le nier. Mara hocha la tête, mais son esprit tournait, car elle comprenait maintenant que ce procès ne visait pas à valider une dette, mais à forcer le Conseil à reconnaître publiquement un crime qu'ils avaient passé plus d'un siècle à dissimuler, et s'ils réussissaient, les répercussions fractureraient la société vampire, prouveraient que le Conseil était capable de meurtre et d'effacement historique, valideraient toutes les suspicions que les partisans des anciennes lois nourrissaient depuis des générations. Et s'ils échouaient, Mara et le roi vampire seraient tous deux exécutés, leur mort s'ajoutant à un bilan qui avait commencé avec Adrian et Marie et ne montrait aucun signe de s'arrêter. La pluie martelait les vitres blindées et Mara se tenait dans les décombres, tenant la main d'un vampire qui était seul depuis avant sa naissance. Et elle pensa aux mots de Marie au dos de la photographie. Elle connaissait le prix. « Nous l'avons payé pour que tu n'aies pas à le faire. » Mais le prix n'avait pas été payé, pas vraiment, il avait juste été différé, transmis de génération en génération jusqu'à ce qu'il atterrisse sur les épaules de Mara avec un médaillon et 7 mots dans une langue morte. Et maintenant, elle devait décider de fuir ou de se battre, de laisser le passé enterré ou de le traîner hurlant à la lumière, peu importe le coût. Le roi vampire convoqua une réunion d'urgence, avec ses quelques alliés restants à l'aube, dans un opéra abandonné du côté est de la ville. Un bâtiment qui devait être démoli depuis 3 ans, mais qui, d'une manière ou d'une autre, n'avait jamais tout à fait atteint le boulet de démolition. Et Mara le suivit par une entrée de service qui sentait le moisi et les rêves oubliés. La lumière filtrait à travers les fenêtres barricadées en minces barres dorées,
attrapant des grains de poussière suspendus comme s'ils étaient là depuis la dernière représentation. Et l'intérieur était fantomatique. Des sièges de velours pourrissant en rangées soignées face à une scène vide, à l'exception des ombres. 2 membres du conseil arrivèrent les premiers, tous deux assez anciens pour que leurs visages soient devenus lisses comme du marbre, leurs expressions effacées par les siècles, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une neutralité prudente. Et ils saluèrent le roi vampire avec une déférence qui parlait de dettes dues et de leviers détenus. L'historienne vampire renégate arriva en dernier. Une femme qui paraissait avoir à peine 30 ans, mais qui se déplaçait comme quelqu'un de beaucoup plus âgé, portant une sacoche en cuir qui cliquetait au son de fioles de verre et contenait probablement des preuves que le conseil tuerait pour supprimer. Le roi vampire étala tout sur la scène sous une lumière pâle, la photographie daguerréotypes de Marie et Adrien, des fragments de registres généalogiques que Constance avait copiés de son écriture archaïque et précise, et l'enveloppe de couleur crème avec son sceau de cire noire qu'il avait identifié comme appartenant à un ancien actuel du Conseil grâce à des bases de données héraldiques que personne n'était censé consulter. Ses alliés examinèrent les preuves en silence, se les passant comme s'ils manipulaient des explosifs, et Mara observait depuis l'ombre de la fosse d'orchestre. Se faisant petite comme elle l'avait appris dans la rue, invisible jusqu'à ce qu'elle choisisse le contraire. Le premier membre du conseil, une vampire aux cheveux d'argent tirés en arrière si fort que cela semblait douloureux, parla dans un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, se propagea dans l'opéra vide. Si vous accusez le conseil de meurtre au procès, dit-elle, ils vous exécuteront tous les deux avant que vous ayez fini de parler. Ce ne sont pas des preuves, c'est une condamnation à mort. L'historienne hocha la tête, ses doigts traçant le bord du daguerréotype, et offrit une alternative, sa voix stable et pragmatique. Rendez cela public, dit-elle. Divulguez les preuves aux médias humains, au réseau de réputation des vampires, à tous les médias qui écouteront. Forcez le conseil à répondre au grand jour, où ils ne peuvent pas simplement faire disparaître les témoins. Rendez cela trop visible pour être enterré. Mara écoutait et sentit l'échelle de ce qu'il combattait changer dans son esprit, s'étendre au-delà d'une affaire juridique sur une dette pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui pourrait fracturer la société vampire si cela éclatait de la bonne manière. Il ne s'agissait plus de sa survie, il s'agissait de forcer la vérité dans un système construit sur la dissimulation, de prouver que le Conseil était capable de meurtre et d'effacement historique, de valider toutes les suspicions selon lesquelles la loi de séparation n'était pas une protection, mais un contrôle. Et elle était l'étincelle, la jeune fille sans abri avec un médaillon qui était tombée sur une révolution sans le vouloir, qui avait invoqué une dette en ne pensant qu'à un abri et s'était retrouvée à détenir des preuves d'atrocité. Le roi vampire refusa le plan de divulgation d'un hochement de tête, la mâchoire serrée, la voix plate et finale. « Je ne la laisserai pas devenir une martyre, dit-il. Il doit y avoir un autre moyen. Nous ne pouvons pas construire un nouveau monde sur son cadavre. » Ses alliés échangèrent des regards qui disaient qu'il pensait qu'il laissait l'émotion obscurcir son jugement, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il risquait tout pour une jeune fille humaine qu'il connaissait depuis moins d'une semaine. Et Mara réalisa qu'ils avaient raison de ne pas comprendre, car même elle ne comprenait pas entièrement, ne pouvait nommer ce qui se construisait entre elle et le roi vampire, sauf que cela ressemblait à une reconnaissance, comme deux personnes qui avaient été invisibles toute leur vie apprenant à se voir. Elle sortit de l'ombre, entra dans la lumière qui filtrait à travers les fenêtres barricadées, et tous les vampires dans la pièce se tournèrent pour la regarder avec une concentration qui lui donna la chair de poule. « Et si je témoignais ?» demanda-t-elle, et sa voix était plus petite qu'elle ne le voulait, mais elle ne trembla pas. « Pas sur la dette, sur ce que le Conseil a fait à ma famille. Faites-les répondre pour Marie. Faites-les expliquer pourquoi 3 générations de registres disparaissent simplement en 1887. » La pièce devint silencieuse, le genre de silence qui ressemblait à un souffle retenu.
et le roi vampire la regarda comme si elle venait de se porter volontaire pour un peloton d'exécution, comme s'il la regardait mourir en temps réel. « Tu ne sais pas ce que tu demandes, » dit-il doucement. « Les droits de témoignage signifient que tu peux parler, mais ils ne signifient pas que quelqu'un écoutera. Le contre-interrogatoire des anciens du Conseil est conçu pour briser les témoins, pour les discréditer si complètement que leurs mots deviennent insignifiants. Tu seras mis en pièces. » Mara croisa son regard et ne détourna pas les yeux, pensa à une vie passée à être invisible, à dormir dans des ruelles et des refuges, aux travailleurs sociaux, aux flics et aux passants qui la regardaient comme si elle était transparente. « J'ai été effacée toute ma vie, dit-elle, et cette fois sa voix ne fléchit pas du tout. Laissez-moi être vue avant de disparaître. » Le visage du roi vampire fit quelque chose de compliqué, le chagrin, la fureur et une admiration réticente se disputant l'espace. Et il hocha la tête une fois, sèchement, comme s'il prenait une décision qui le hanterait. Ses alliés partirent peu après, se glissant par différentes sorties. Leur sympathie claire mais leur soutien limité, car ils avaient leur propre survie à considérer, leur propre position à protéger, et Mara comprit qu'elle et le roi vampire étaient fonctionnellement seuls dans cette affaire, que quoi qu'il arrive au procès, ils y feraient face sans filet de sécurité. Ils avaient 48 heures avant la session du conseil, et le roi vampire utilisa chaque minute pour former Mara au protocole, au langage formel requis pour s'adresser aux anciens, à la manière d'invoquer les droits de témoignage sans leur donner de motifs légaux pour la faire taire, à la manière de survivre à un contre-interrogatoire qui sonderait chaque faiblesse et exploiterait chaque lacune dans ses connaissances. Elle apprenait vite, mémorisait les formules qu'il lui enseignait, s'entraînait à rester calme quand il jouait le rôle de l'interrogateur hostile et attaquait son histoire sous tous les angles. Mais elle était aussi fragile d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'intelligence ou le courage. Elle n'avait pas mangé régulièrement depuis des mois, n'avait pas dormi sans peur depuis des années, et son corps fonctionnait sur des réserves presque vides, l'adrénaline et le désespoir la maintenant debout, alors que la nutrition et le repos auraient été des fondations plus sages. Le roi vampire le remarqua et commença à garder de la nourriture humaine dans le penthouse, de la vraie nourriture, au lieu du contenu intact d'un réfrigérateur qui avait été décoratif jusqu'à présent, et il lui rappelait de manger, de se reposer, monter la garde devant sa porte la nuit, comme s'il s'attendait à une autre intrusion. Mara lui demanda une fois pourquoi il s'en souciait, pourquoi il investissait tant pour la maintenir en vie, alors qu'il serait plus facile de la laisser renoncer à sa réclamation et disparaître. Et il ne répondit pas, la regarda simplement avec des yeux qui avaient trop vu et perdu trop de gens. Et elle trouva une couverture bordée autour de ses épaules le lendemain matin en se réveillant sur le canapé, après s'être endormie en révisant la hiérarchie du conseil. La nuit avant le procès, Mara ne put dormir. Repassant sans cesse son témoignage dans sa tête, imaginant 100 façons dont cela pourrait mal tourner, et elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, quand elle entendit un bruit dans le couloir, quelque chose de trop silencieux pour être le roi vampire se déplaçant dans son propre espace. Elle se leva, ouvrit sa porte sur une fente, et vit une silhouette en noir au bout du couloir, se dirigeant vers le bureau du roi vampire, avec le genre de silence qui parlait d'un entraînement professionnel, et son souffle se coupa car elle savait ce que c'était, reconnaissait un assassin, même si elle n'en avait jamais vu auparavant. Elle aurait dû rester dans sa chambre, se cacher et laisser le roi vampire s'en occuper, mais au lieu de cela, elle entra dans le couloir juste au moment où le roi vampire sortait de son bureau. Et tout se passa très vite. L'assassin bougea le premier, d'une vitesse inhumaine, la lame brillant sous la lumière froide des néons, et le roi vampire fut plus rapide, attrapa le poignet, le tordit, et il y eut un craquement de bois qui se brise, qui était en fait un os qui se cassait. Le combat dura peut-être 10 secondes, brutal, silencieux et efficace.
le roi vampire se déplaçant avec une précision qui semblait chorégraphiée, mais qui était en fait des siècles d'expérience distillés en mémoire musculaire, et quand ce fut terminé, l'assassin était mort sur le marbre blanc, le sang s'étalant dans une flaque si vive qu'elle semblait artificielle. Le roi vampire se tenait au-dessus du corps, respirant fortement, non pas à cause de l'effort, mais de l'adrénaline, de la rage ou d'autre chose. Et il sortit un mouchoir monogrammé de sa poche et essuya le sang de ses mains avec des mouvements trop contrôlés, trop précis, comme s'il se maintenait par un rituel. Ses épaules restèrent rigides même après que la menace ait disparu, la tension verrouillée dans chaque ligne de son corps, et Mara comprit que ce n'était pas la première fois qu'il tuait quelqu'un dans ce penthouse, pas la première fois qu'il nettoyait un message envoyé par le conseil écrit dans la violence. Elle marcha vers lui sans réfléchir, traversa le couloir pieds nus, contourna le sang qui s'étalait et toucha son poignet où le mouchoir n'avait pas tout à fait nettoyé tout le rouge. « Tu n'as plus à faire ça seule, dit-elle, et sa voix était stable même si ses mains voulaient trembler. Même s'il y avait un cadavre à 1,50 m et qu'elle devrait probablement crier. Le roi vampire la regarda vraiment, de la façon dont on regarde quelqu'un qu'on est sur le point de perdre, quelqu'un qu'on veut mémoriser avant qu'il ne soit enlevé, et sa voix, quand il parla, était basse et rauque, et absolument certaine. « Si le conseil te prend demain, dit-il, je réduirai leur salle en cendres, j'abattrai chaque ancien qui a voté pour ton exécution, je leur ferai regretter de t'avoir jamais touché. » Ce n'était pas une menace, pas de la bravade, juste une promesse livrée sur un ton qui disait qu'il avait déjà calculé le coût et décidé qu'il en valait la peine, et Mara le crut complètement. Elle crut qu'il brûlerait le monde pour elle si le conseil la prenait. Crut qu'il passerait le siècle suivant à démanteler tout ce qu'ils avaient construit, crut qu'elle était devenue quelque chose de plus pour lui qu'une dette ou une obligation ou un problème à gérer. L'intimité entre eux avait changé, s'était approfondie en quelque chose qui n'était pas exactement de la romance, mais qui était de la reconnaissance, deux personnes qui avaient été invisibles. Toute leur vie se voyant enfin clairement, comprenant ce que cela signifiait de compter pour quelqu'un après une vie à être ignorée. Le roi vampire appela son équipe de sécurité pour s'occuper du corps, nettoyer le couloir, améliorer toutes les mesures défensives du penthouse, car si le conseil envoyait un assassin, il en enverrait d'autres, et Mara se tenait à ses côtés pendant qu'il donnait des ordres d'une voix qui était redevenue froide et autoritaire. Mais sa main trouva la sienne pendant qu'il parlait, ses doigts s'entrelaçant avec les siens comme s'il avait besoin de cette encre, besoin de la preuve qu'elle était toujours là, vivante et réelle, et elle s'y accrocha parce qu'elle avait besoin de la même chose, besoin de savoir qu'elle n'affronterait pas demain seule. Ils passèrent le reste de la nuit dans le salon, assis sur le canapé à l'approche de l'aube, ne parlant pas beaucoup mais n'en ayant pas besoin, existant simplement dans le même espace, tandis que la ville à l'extérieur commençait à s'éveiller. Le roi vampire lui parla d'Adrian à un moment donné, la voix douce dans le silence de l'aube, lui dit que son frère avait cru en un monde où l'amour importait plus que la loi, où la connexion était plus forte que la souveraineté, où les vampires et les humains pouvaient construire des vies ensemble si seulement le Conseil cessait d'insister sur le fait que c'était impossible. Le Conseil a fait de lui un exemple, dit le roi vampire, l'a exécuté ainsi que Marie devant des témoins pour prouver ce qui arrivait quand on défiait la loi de séparation. Et j'ai survécu en devenant exactement ce qu'ils voulaient, obéissant, isolé et utile, en ne leur donnant jamais de raison de remettre en question ma loyauté. Jusqu'à maintenant, pensa Mara, jusqu'à ce qu'une jeune fille sans abri rampe dans ta voiture et prononce 7 mots qui t'ont forcé à choisir entre la sécurité et la vérité, entre la survie et le frère que tu as passé 138 ans à prétendre oublier. Le soleil se leva lentement, faisant passer le ciel du noir au gris, puis à l'or pâle. Et Mara regarda la lumière ramper sur le sol et pensa aux mots de Marie au dos du daguerréotype. Elle connaissait le prix. Nous l'avons payé pour que tu n'aies pas à le faire,
Mais des prix comme ça ne se paient pas une seule fois, ils se paient encore et encore, transmis de génération en génération, jusqu'à ce que quelqu'un décide d'arrêter de payer, de se lever et de dire que le coût était trop élevé, l'injustice trop grande, le silence trop dommageable. Et peut-être que ce quelqu'un, c'était elle. Peut-être que c'était pour ça que sa grand-mère avait gardé le médaillon et lui avait appris les mots. Peut-être que c'était pour ça qu'elle s'était retrouvée dans la Bentley du roi vampire à 3 heures du matin, avec la pluie martelant la vitre blindée. La main du roi vampire se resserra sur la sienne à l'arrivée du plein jour. Et il lui dit qu'il devrait essayer de se reposer, que le procès commençait au coucher du soleil et qu'ils avaient besoin de toutes les forces qu'ils pouvaient rassembler. Mais aucun d'eux ne bougea, aucun d'eux ne voulut lâcher prise, et ils restèrent assis ensemble à regarder la ville s'éveiller tandis que l'horloge décomptait les heures avant une confrontation qui validerait soit 138 ans d'injustice, soit ajouterait leur nom à la liste des personnes que le Conseil avait effacées. La salle du Conseil était taillée dans le granit noir il y a 3 siècles par des vampires qui croyaient en la permanence, en le poids, en le genre d'autorité qui vous pèse dessus comme si le plafond pouvait s'effondrer à tout moment, et Mara sentit ce poids dès qu'elle franchit le seuil avec le roi vampire à ses côtés. Des lustres en fer pendaient de plafonds voûtés. Des flammes qui brûlaient depuis 300 ans sans s'éteindre projetaient une lumière froide qui donnait à tout le monde l'air de cadavre, et les 12 anciens étaient assis en demi-cercle face au centre de la pièce où les suppliants se tenaient pour être jugés. Des galeries s'élevaient de chaque côté, bondées d'aristocrates vampires venus voir une jeune fille sans abri défier le conseil, leur visage pâle et parfait, et totalement immobile, à l'exception de leurs yeux qui suivaient chaque mouvement comme des prédateurs décidant si quelque chose était une proie ou une menace. Mara portait une robe que le roi vampire avait commandée pendant la nuit, en soie bleu foncé taillée pour lui aller parfaitement, des lignes simples qui semblaient élégantes plutôt qu'ostentatoires. Une armure déguisée en tenue de cérémonie, et elle se tenait droite même si ses jambes voulaient trembler, car elle comprenait que c'était du théâtre, une performance, et montrer de la peur serait du sang dans l'eau. Le roi vampire marchait à ses côtés dans un costume noir qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture, son visage sculpté dans la glace, sa main ne la touchant pas mais assez proche pour qu'elle puisse sentir le froid émanant de sa peau. Et quand ils atteignirent le centre de la salle, il se positionna légèrement devant elle, un mur de protection silencieuse que les anciens notèrent avec des yeux plissés. L'ancien en chef ouvrit la session d'un coup de marteau qui résonna comme un coup de feu, et Mara se força à respirer lentement, à garder son rythme cardiaque régulier, même si l'adrénaline hurlait dans ses veines. Les charges furent lues d'une voix qui les faisait sonner comme un fait historique plutôt qu'une accusation. Mara Maranov a invoqué un pacte frauduleux pour obtenir une protection souveraine. Le roi vampire a violé le protocole en abritant une humaine sans l'autorisation du Conseil. Peine recommandée. Annulation de la réclamation. Exil pour la jeune fille. Blâme pour le roi vampire. Mara entendit les mots et comprit qu'ils étaient conçus pour paraître raisonnables, mesurés, le genre de jugement qui protégeait la société vampire de la manipulation et préservait l'ordre, sauf que l'ordre qu'il préservait était bâti sur le meurtre, l'effacement historique et des mensonges qui duraient depuis 138 ans. Le roi vampire invoqua le droit à la preuve avant que l'ancien en chef ne puisse passer à la sentence. Sa voix tranchant à travers la salle avec le genre d'autorité qui venait de siècles à commander des pièces exactement comme celle-ci, et il présenta tout ce qu'ils avaient préparé. La photographie daguerréotype de Marie et Adrien, les fragments de généalogie de Constance prouvant la lignée Maranov, une chronologie qui montrait que les registres de la famille s'arrêtaient brusquement en 1887. Le conseil écouta dans un silence de pierre, les visages ne révélant rien, et Mara regarda les anciens examiner chaque pièce à conviction avec le genre de détachement clinique qui disait qu'ils avaient déjà décidé de l'issue et ne faisaient que suivre les formalités pour les apparences. L'ancien en chef parla après une pause calculée
pour suggérer une considération attentive, et sa voix était douce comme de la soie sur de l'acier. Ces preuves ne prouvent que l'existence d'une humaine nommée Marie Maranoff, dit-il. Elles ne prouvent pas un pacte valide, ni ne justifient votre grave violation du protocole. La photographie pourrait représenter n'importe qui, les registres généalogiques sont incomplets, et invoquer le registre oublié, sans l'autorisation du Conseil, est en soi un motif de sanction. La mâchoire du roi vampire se contracta, et Mara vit la fureur traverser son visage avant que le contrôle ne se réaffirme, le vit réaliser qu'il perdait, que le Conseil n'avait aucune intention de reconnaître des preuves qui contredisaient leur récit. Mara se leva avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'elle ne puisse y réfléchir, avant que la peur ne puisse l'arrêter. Et sa voix sortit claire et stable quand elle prononça les mots que le roi vampire lui avait appris. J'invoque le droit au témoignage. La salle se figea, chaque vampire devenant complètement immobile, et Mara sentit le poids de centaines d'yeux sur elle, car les humains ne parlaient presque jamais aux sessions du Conseil, ne réclamaient presque jamais le droit de témoigner, et ceux qui le faisaient survivaient rarement à l'expérience, car le contre-interrogatoire était conçu pour détruire plutôt que pour éclairer. Le sourire de l'ancienne en chef était mince comme une lame de couteau, amusé et méprisant à parts égales, et quand il accorda la permission, sa voix dégoulinait de condescendance. « Parle, enfant. » Mara ignora le ton et raconta l'histoire exactement comme elle et le roi vampire l'avaient répétée. Non pas la dette, mais l'effacement. Les histoires de sa grand-mère sur une famille qui avait disparu, sur un médaillon transmis de génération en génération, avec des avertissements chuchotés sur un roi de la nuit et une protection qui durait jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent. Elle nomma Marie Maranov, son arrière-arrière-grand-mère, une femme qui était tombée amoureuse d'un vampire en 1879 et l'avait épousé en secret. Elle nomma Adrian, le frère du roi vampire, plus jeune, idéaliste, et convaincu que l'amour pouvait combler le fossé entre les espèces. Et puis elle sortit un papier plié de sa manche, les mains stables même si son cœur martelait, et le tendit pour que toute la salle puisse voir le sceau officiel en haut. Un acte de décès de 1887, cause du décès indiquée comme exécution judiciaire pour corruption du sang, signé par 12 anciens du Conseil, dont 3 qui siégeaient dans cette salle en ce moment même. Elle l'avait trouvé dans la chambre forte de Constance, enterré dans des dossiers non marqués qui auraient dû être détruits, préservés par une archiviste qui croyait que l'histoire importait plus que la politique. « Vous n'avez pas seulement effacé ma famille, » dit Mara, et elle regarda directement l'ancien en chef, croisa son regard sans ciller. « Vous les avez assassinés parce qu'ils s'aimaient, les avez exécutés en vertu d'une loi conçue pour maintenir la séparation, et vous avez passé 138 ans à mentir à ce sujet, à réécrire l'histoire pour que personne ne sache que la loi de séparation était appliquée par le meurtre. » La salle éclata comme un barrage qui cède, des vampires criant, des anciens appelant à l'ordre et les galeries sombrant dans le chaos, alors que les aristocrates qui étaient venus s'attendre à un simple procès se retrouvaient soudain témoins d'une accusation d'atrocité historique. Le visage de l'ancien en chef devint blanc de rage, exsangue et terrible, et il frappa son marteau assez fort pour fendre le pupitre. « Ce témoignage est une sédition, » rugit-il. « La jeune fille sera détenue en attendant une enquête pour diffamation contre le Conseil. » Des gardes s'avancèrent depuis les murs, des vampires en tenue noire formelle, les mains sur leurs armes, et le roi vampire se plaça entre Mara et eux avec un mouvement si rapide qu'il en devint flou, sa main allant à sa ceinture, où Mara réalisa soudain qu'il était armé, qu'il était venu à ce procès, prêt à se battre pour s'en sortir si nécessaire. La violence flottait dans l'air comme de l'électricité statique avant un éclair, et Mara comprit avec une clarté parfaite que des gens allaient mourir, que le roi vampire tuerait chaque garde dans cette pièce avant de les laisser la prendre, et que le Conseil utiliserait cette violence pour justifier leur exécution à tous les deux.
Mais avant que quiconque ne puisse bouger, avant que le premier coup ne puisse tomber, une voix trancha le chaos, avec le genre d'autorité qui venait d'un âge immémorial. J'ai le pacte original. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée de la galerie où se tenait Constance, l'archiviste aveugle qui n'aurait pas dû être là, qui avait tout risqué en venant, et dans ses mains, elle tenait un parchemin roulé qui semblait plus vieux que des pays. Signé dans le sang et la lumière des étoiles, en 1624, attesté par 16 anciens, dont 3 siègent encore dans cette salle, continua-t-elle, et sa voix était stable comme la pierre. La dette est valide, la jeune fille est sous protection souveraine, et si vous l'exécutez, vous violez votre propre loi, vous devenez exactement ce que vous prétendez empêcher. La corruption et le chaos se faisant passer pour l'ordre. La pièce devint silencieuse, un silence absolu, le genre de silence qui donnait l'impression que le monde retenait son souffle, et Constance s'avança à travers la foule qui s'écarta pour elle comme de l'eau, ses pas résonnant sur le granit. Et elle plaça le parchemin sur le pupitre central avec une douceur qui suggérait qu'il pourrait s'effriter s'il était manipulé brutalement. Le roi vampire croisa son regard et quelque chose passa entre eux, de la gratitude, de la reconnaissance ou de la compréhension, et Constance hocha la tête une fois et partit sans attendre de voir ce qui se passerait ensuite, car elle avait fait ce pourquoi elle était venue, et rester ne ferait que faire d'elle une cible. L'ancien en chef déroula le parchemin avec des mains qui tremblaient, de rage ou de peur, Mara ne pouvait le dire, et elle regarda son visage s'effondrer alors qu'il lisait des mots écrits il y a 400 ans, avec une encre faite de sang de vampire et de sueur humaine. Le pacte était réel, validé par des signatures qui incluaient son propre nom dans une écriture qu'il ne pouvait nier, la preuve qu'il avait été témoin de l'accord et qu'il avait ensuite passé plus d'1 siècle à prétendre qu'il n'existait pas. Le scandale n'était pas seulement historique, il était présent, en cours, prouvable, car 3 anciens actuels avaient participé à l'enterrement de preuves qu'ils étaient légalement tenus de faire respecter, avaient conspiré pour effacer une famille afin de cacher leur complicité dans un meurtre qui violait les lois mêmes qu'ils prétendaient appliquer. Le roi vampire se plaça à côté de l'ancien en chef, se pencha assez près pour que ses mots ne portent pas au-delà du pupitre, et Mara vit l'ancien tressaillir comme s'il avait été frappé. « Vous avez 2 choix, dit le roi vampire doucement. Et sa voix était douce comme de la soie et dure comme le fer. Reconnaissez la dette publiquement, lavez le nom de Mara et démissionnez en disgrâce, ou je divulgue ceci à tous les réseaux de vampires et aux médias humains avant l'aube, et vous ferez face à des accusations de trahison, à l'exécution et au démantèlement complet de votre héritage. » L'ancien en chef ferma les yeux comme s'il regardait sa propre mort, et quand il les rouvrit, il avait l'air d'avoir 1000 ans, ancien, brisé et vaincu. « La dette est valide, dit-il à la salle, et sa voix avait perdu toute son autorité, sortant plate et creuse. La jeune fille est sous protection souveraine. Cette session est levée. Mara faillit s'effondrer de soulagement, sentit ses genoux fléchir, et la main du roi vampire trouva son coude pour la stabiliser avant qu'elle ne puisse tomber. La galerie se vida rapidement, les aristocrates fuyant comme s'ils ne voulaient pas être associés à ce qui venait de se passer, et les anciens sortirent en silence, ne laissant que Mara et le roi vampire debout au centre de la salle de granit noir. La victoire avait un goût de cendre dans la bouche de Mara, car sa famille était toujours morte, Marie et Adrian étaient toujours exécutés, et les membres du conseil qui avaient ordonné leur mort démissionneraient mais ne subiraient aucune véritable punition, se retireraient dans des domaines privés et vivraient l'éternité dans le confort, tandis que les personnes qu'ils avaient assassinées resteraient enterrées. La justice était au mieux partielle, incomplète, une impasse achetée avec le risque de Constance et la volonté du roi vampire de détruire sa propre position politique, et Mara comprit qu'ils n'avaient pas tant gagné que survécu, qu'ils avaient forcé le conseil à reconnaître la vérité, mais ne pouvaient pas réparer les dommages que cette vérité révélait. Le roi vampire la guida hors de la salle
et jusqu'à sa voiture, et ils traversèrent la ville en silence, tandis que la nuit tombait autour d'eux, les lampadaires peignant le monde d'ambre et d'ombre. Les mains de Mara ne cessaient de trembler maintenant que l'adrénaline s'estompait, maintenant que son corps se souvenait qu'elle venait de se tenir devant 12 anciens et de les accuser de meurtre, qu'elle avait invoqué le droit de témoigner, survécu au contre-interrogatoire et en était sortie vivante alors que tant d'autres ne l'avaient pas fait. Le roi vampire le remarqua et tendit la main à travers la console pour prendre la sienne. Sa peau froide mais sa prise ferme, et ils restèrent ainsi pendant qu'ils conduisaient, connectés par le toucher, par un traumatisme partagé, par la compréhension qu'ils avaient franchi une ligne cette nuit-là et ne pourraient jamais revenir en arrière. Le penthouse semblait différent à leur retour, moins une forteresse qu'une tombe. Et Mara erra jusqu'aux fenêtres donnant sur la ville, tandis que le roi vampire se versait du sang de poche médical qui semblait obscène après tout ce qu'il venait de traverser. Elle pensa aux mots de Marie sur le daguerréotype, au prix payé pour que les générations futures n'aient pas à le faire, sauf que le prix n'avait rien empêché. Il avait juste différé le coup, et maintenant, Mara était marquée. Maintenant, le roi vampire s'était fait des ennemis permanents. Maintenant, la corruption du conseil était blessée mais pas morte, et chercherait des moyens de finir ce que le procès avait interrompu. Le roi vampire la rejoignit à la fenêtre, et ils se tinrent épaule contre épaule à regarder la ville respirer, à regarder la circulation couler, et les lumières clignoter, et les gens ordinaires vivre des vies ordinaires, sans savoir que cette nuit-là, l'histoire avait changé, que des preuves de meurtre avaient été traînées à la lumière, que la prétention du Conseil à l'autorité morale s'était fracturée même si elle ne s'était pas complètement brisée. Nous les avons forcés à voir, dit le roi vampire doucement, son reflet fantomatique dans la vitre blindée. Nous les avons forcés à reconnaître ce qu'ils ont fait, à dire la vérité même s'ils ne subiront jamais de réelles conséquences. Et cela compte, cela change les choses, même si cela ne ressemble pas à une victoire. Mara hocha la tête, car elle comprenait ce qu'il voulait dire, mais comprenait aussi que la reconnaissance sans responsabilité était vaine, que Marie et Adrien étaient toujours morts et le resteraient, que sa famille était toujours effacée et que les 3 générations de registres manquants ne seraient jamais récupérées. Mais elle avait été vue, s'était tenue devant le conseil, avait parlé et avait survécu, avait revendiqué sa place dans une pièce conçue pour effacer des gens comme elle, et peut-être que c'était suffisant, peut-être que c'était la victoire que sa grand-mère avait imaginée en lui transmettant le médaillon et les mots. La main du roi vampire trouva à nouveau la sienne, et ils se tinrent ensemble, tandis que la ville tournait sous eux. 2 personnes qui avaient été invisibles, apprenant ce que cela signifiait d'être vues, de compter, de se battre pour la vérité même, quand la vérité ne pouvait pas ramener les morts. Et quelque part dans le penthouse, à moitié caché sous de nouveaux papiers sur le bureau du roi vampire, un dossier marqué Loi de séparation, en attente d'abrogation, attendez le matin, attendez le travail qui venait après la survie, attendez qu'il décide si une victoire partielle était suffisante ou juste le début de quelque chose de plus grand. L'aube se leva sur la ville par couches d'or et de rose, la lumière se déversant sur les tours de verre qui s'enflammaient sous le soleil matinal, et Mara se tenait sur le balcon du penthouse, respirant un air purifié par une pluie qui avait enfin cessé, laissant le monde au contour net et nouveau. Le roi vampire se tenait à ses côtés, assez près pour qu'elle puisse sentir le froid émanant de sa peau, et il regardait la ville s'éveiller en silence, regardait la circulation commencer à affluer, les fenêtres s'allumer et les gens ordinaires commencer des journées ordinaires sans savoir que le conseil se fracturait, que 3 anciens avaient démissionné dans la nuit, que Constance se cachait quelque part où le conseil ne pouvait pas l'atteindre, que la reconnaissance formelle du pacte était en cours de rédaction dans un langage juridique conçu pour obscurcir autant qu'il révélait. Mara aurait dû se sentir victorieuse, aurait dû sentir l'ivresse de gagner contre toute attente, mais au lieu de cela, elle se sentait vide,
vidé, car la victoire n'avait pas ramené les morts, n'avait pas annulé 138 ans d'injustice, n'avait fait que forcer la reconnaissance sans apporter de responsabilité. Ils sont toujours morts, dit-elle doucement, et sa voix était petite contre le vaste ciel. Marie, votre frère, nous ne les avons pas sauvés. Le roi vampire resta silencieux un long moment, fixant l'horizon où le soleil montait, et quand il parla, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue, plus tendre, comme s'il manipulait quelque chose de fragile. Non, dit-il, mais nous nous sommes assurés qu'on se souvienne d'eux. Nous avons ramené leur nom à la lumière. Nous avons forcé le Conseil à admettre ce qu'ils ont fait, même si nous ne pouvions pas les faire payer pour cela. Et ce n'est pas rien. Ce souvenir est important quand l'alternative est l'effacement. Mara hocha la tête car elle comprenait ce qu'il voulait dire, même si cela ne comblait pas le vide dans sa poitrine. Comprenait que témoigner était une forme de justice en soi, quand la justice systémique était impossible, que prononcer des noms était un pouvoir quand les puissants voulaient que ces noms soient oubliés. Le roi vampire plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit le médaillon, l'argent terni captant la lumière de l'aube, et Mara allaita car elle l'avait cru disparu, perdu dans la chambre forte du conseil ou détruit pour éliminer les preuves, mais le voilà dans sa main, lui étant offert. Il l'avait récupéré pendant le chaos après le procès, s'était glissé dans la chambre forte pendant que les gardes étaient distraits et les anciens fuyaient, et il le plaça dans sa paume avec un soin qui suggérait qu'il était plus précieux que le bâtiment dans lequel il se trouvait. Elle l'ouvrit et trouva l'inscription originale toujours là, les 7 mots dans la langue morte qui avaient tout commencé, mais à côté se trouvait quelque chose de nouveau, une photographie imprimée sur du papier moderne, elle et le roi vampire debout côte à côte pendant le procès, prise par une caméra de sécurité au moment juste après qu'elle ait invoqué le droit de témoigner. Elle ne savait pas quand il avait obtenu l'image ni pourquoi il l'avait ajoutée au médaillon, ne comprenait pas ce que cela signifiait qu'il l'ait placée à côté des mots qui le liaient, mais la regarder lui serra la poitrine de quelque chose qui n'était pas tout à fait de la douleur et pas tout à fait de l'espoir. « La dette est remplie, » dit le roi vampire, et sa voix était prudente, contrôlée, comme s'il avait peur de la suite. Vous êtes libre de partir. J'organiserai un logement, des fonds, tout ce dont vous avez besoin pour construire une vie. Vous ne me devez rien, et je ne vous dois rien, et le pacte est satisfait. Mara le regarda et vit la peur derrière le contrôle prudent. Vit un espoir enfoui si profondément qu'il ne le reconnaissait probablement pas lui-même. Vit un homme qui avait été seul pendant 138 ans, offrant la liberté parce qu'il pensait que c'était ce qu'elle voulait, ce qu'elle méritait, même si la laisser partir lui coûterait tout ce qu'il avait commencé à reconstruire. « Et si je ne veux pas partir ?» demanda-t-elle, et sa voix était stable même si son cœur martelait. L'expression du roi vampire se fissura, le contrôle se fracturant pour révéler quelque chose de brut, de vulnérable et de terrifiant dans son intensité, l'espoir et la peur, et quelque chose de trop fragile pour être nommé, se disputant l'espace sur un visage qui avait oublié comment montrer l'émotion. « Alors reste, » dit-il, et les mots sortirent de rauque comme s'ils lui faisaient mal. « Pas à cause de la dette, pas parce que tu me dois quoi que ce soit, mais parce que je te le demande, parce que je te veux ici, parce que j'ai été seule si longtemps que j'ai oublié ce que cela signifiait que quelqu'un me voie jusqu'à ce que tu me regardes dans ce parking et prononces des mots qui ne devraient pas exister. » Mara sourit, un sourire petit et réel, le premier sourire sincère qu'elle s'était permis depuis la mort de sa grand-mère. Depuis que le monde était devenu un lieu de choix impossible, de lois anciennes et de vampires qui s'agenouillaient sur l'asphalte humide. « Je resterai, dit-elle, et le soulagement qui traversa le visage du roi vampire fut si profond qu'il ressembla à de la douleur, à un chagrin inversé, à quelque chose enfermé en lui depuis plus d'un siècle qui se libérait soudainement. Elle s'appuya contre la balustrade du balcon et regarda la ville s'étendre en dessous,
des millions de personnes vivant des millions de vies, et pour la première fois de toute son existence, elle n'était pas invisible, n'était pas effacée, n'était pas un problème à gérer ou un fardeau à tolérer. Elle était vue, choisie, désirée, et le poids de cela était presque trop lourd à porter, sauf que le roi vampire était à ses côtés, son épaule touchant presque la sienne, partageant le poids comme ils avaient tout partagé. Ils regardèrent le soleil monter plus haut, peignant la ville de nuances d'or et d'ambre, et aucun d'eux ne parla, car les mots semblaient inutiles, inadéquats pour ce qui se construisait entre eux. Cette chose qui n'était pas exactement de la romance, mais qui était de la reconnaissance. Un partenariat. Deux personnes qui avaient survécu à l'effacement apprenant à exister à la lumière du jour. À l'intérieur du penthouse, sur le bureau du roi vampire, à moitié caché sous de nouveaux documents, des dossiers juridiques et de la correspondance d'alliés prenant des nouvelles après le procès, un dossier marqué. Loi de séparation, en attente d'abrogation, attendait l'attention. Attendait le travail qui venait après la survie. Attendait qu'il décide si exposer la corruption du conseil était suffisant ou juste le premier coup d'une partie plus longue. Le travail n'était pas terminé, ne le serait jamais, car les systèmes construits sur des mensonges et maintenus par la violence ne s'effondrent pas à la suite d'un seul procès, ne se transforment pas parce que trois anciens ont démissionné, mais maintenant ils faisaient le travail ensemble. Maintenant, Mara avait un partenaire qui comprenait ce qu'il en coûtait de combattre le pouvoir. Maintenant, le roi vampire avait quelqu'un qui le voyait comme plus qu'un titre, une menace ou une relique d'un monde plus ancien. Mara sentit le poids du médaillon dans sa main et pensa à la photographie à l'intérieur, elle et le roi vampire debout ensemble. Et elle comprit que c'était une promesse. Une déclaration qu'ils étaient liés, maintenant, non pas par une loi ancienne, mais par choix, par la décision de faire face à ce qui viendrait ensuite en tant qu'alliés, plutôt qu'en tant que détenteurs d'obligations et débiteurs. Le soleil monta plus haut et la ville s'éveilla complètement, la circulation s'épaississant et le bruit augmentant. Et Mara inspira l'air purifié par la pluie et se permit de croire que c'était peut-être ce que sa grand-mère avait voulu dire en disant que le roi de la nuit n'aurait pas le choix. Peut-être que la vieille femme avait compris qu'invoquer la dette donnerait à Mara plus qu'un abri, lui donnerait un endroit où se tenir, une voix qui comptait, quelqu'un qui se battrait à ses côtés plutôt que pour elle. Le téléphone du roi vampire vibra dans sa poche, strident et insistant, et il le sortit avec un froncement de sourcils qui s'approfondit quand il vit l'écran. Numéro inconnu, message de quelqu'un qui ne devrait pas avoir ses coordonnées. Trois anciens ont démissionné, disait le texte, clinique et froid. 9 restent, nous n'en avons pas fini avec vous. L'écran s'éteignit, mais le message flotta dans l'air entre eux comme de la fumée, comme une promesse de violence différée plutôt qu'empêchée, et Mara sentit le vide dans sa poitrine se remplir de quelque chose de plus dur, quelque chose qui ressemblait à de la détermination. Le conseil était blessé, mais pas détruit, se regrouperait et riposterait, trouverait des moyens de les punir pour avoir exposé la corruption, validé les anciennes lois, et prouver que la loi de séparation était maintenue par le meurtre plutôt que par la nécessité. Mais Mara avait passé toute sa vie à survivre à des systèmes conçus pour l'effacer, avait appris à se battre depuis une position d'impuissance, avait revendiqué sa place dans une salle du conseil et avait survécu pour en parler. Et elle n'avait pas peur de 9 anciens restants, car la peur était un luxe qu'elle n'avait jamais pu se permettre. Le roi vampire regarda le message, puis Mara, et quelque chose passa entre eux sans mots, la compréhension que le combat n'était pas terminé, que la victoire partielle n'était que le début, qu'ils s'étaient fait des ennemis qui ne se reposeraient pas jusqu'à ce qu'un côté ou l'autre soit éliminé. Mais ils y feraient face ensemble, rencontreraient tout ce que le Conseil enverrait avec le même partenariat qui les avait fait traverser le procès, continueraient à traîner la vérité à la lumière jusqu'à ce que les mensonges ne puissent plus tenir ou jusqu'à ce qu'ils soient détruits en essayant. Mara tendit la main vers celle du roi vampire et il la prit sans hésitation,
ses doigts s'entrelaçant avec les siens, peau froide contre peau chaude, vampire et humaine debout ensemble sur un balcon, tandis que le soleil se levait, la ville respirait, et quelque part, 9 anciens du conseil complotaient leur vengeance. Le médaillon se balançait entre eux, captant la lumière, la photographie à l'intérieur une promesse qu'ils avaient tous deux choisi de tenir, et Marat pensa aux mots de Marie, au prix payé, aux dettes différées et à la façon dont certains combats durèrent des générations parce que l'alternative était l'abandon. Elle n'abandonnerait pas, ne laisserait pas le conseil l'effacer comme ils avaient effacé sa famille, se tiendrait aux côtés du roi vampire et se battrait pour un monde où la loi de séparation serait abrogée, où vampires et humains pourraient s'aimer sans exécution, où les anciens pactes seraient honorés plutôt qu'enterrés. Le travail n'était pas terminé, mais il avait commencé, vraiment commencé, et c'était suffisant pour l'instant, suffisant pour construire dessus, suffisant pour justifier le sentiment de vide dans sa poitrine, car vide signifiait qu'il y avait de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir si on le regardait de biais. L'aube se transforma en plein matin, et ils restèrent sur le balcon à regarder la ville prendre vie. Et quand ils rentrèrent enfin pour faire face à ce qui allait suivre, ils y allèrent ensemble, épaule contre épaule, partenaires dans un combat qui ne faisait que commencer.